Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis d'être là aujourd'hui. On vient vous faire un témoignage, mais un témoignage à plusieurs voix sur TOC. TOC, The Open Conversation Kit. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont déjà entendu parler de TOC? Je m'attends pas à ce qu'il y en ait tant que ça. Quelques-uns. Voilà. Donc vous allez on va expliquer un peu ce que c'est que cette plateforme. Alors, spoiler, c'est une plateforme open source pour faire de l'IA conversationnelle. Et aujourd'hui, alors si peut-être vous irez par la suite sur le site de TOC et vous trouverez d'anciennes présentations, des démos en live, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur raconter un peu après quelques années, et ça fait presque 8 ans, je crois qu'en janvier, ça fera 8 ans que TOC est en production. Raconter un petit peu les collaborations, y compris les collaborations un peu inattendues qui sont arrivées avec ce beau projet communautaire open source. Et puis, évidemment, il y a l'IA générative, on ne peut pas passer à côté, donc on va aussi parler un petit peu d'IA générative et faire un lien. Alors, on va se présenter. Moi, je m'appelle François Nollen, je suis staff engineer et développeur advocate chez SNCF Connect and Tech. Et j'ai été pendant 4 ans ce qu'on appelait le delivery manager des projets bots chez SNCF Connect and Tech, et donc beaucoup d'assistants. Alors il y a l'assistant SNCF Connect que vous connaissez, et beaucoup d'assistants pour le groupe SNCF, donc beaucoup de bots internes aussi. Vous l'avez remarqué, on n'est que 3 sur la scène aujourd'hui. On a Axel qui devait être avec nous d'Enedis, qui a eu un empêchement de dernière minute, donc on va essayer de se faire sa voix. On va parler un petit peu de l'expérience d'Enedis sur cette plateforme. Et puis, je vous laisse vous présenter. Oui, Benjamin Bernard. Moi, je travaille au Crédit Mutuel Arkea, donc dans le milieu bancaire, et je suis lead tech de l'équipe conversationnelle chez nous qui déploie, utilise TOC et contribue aussi à TOC. Et donc Michel-Marie Maudet, donc moi j'interviens sur deux aspects. Donc je suis à la fois le cofondateur d'un éditeur de logiciels open source qui s'appelle Linagora. Et par ailleurs, donc j'ai initié, je suis initiateur en fait depuis mi-juin d'une communauté qui s'appelle OpenLLM France. Bon, comme vous en doutez, ça parle en fait de LLM et de français. Donc on y reviendra certainement tout à l'heure. Donc, on va basculer progressivement sur l'IA générative, mais je vous propose de revenir un petit peu en arrière et de revoir un petit peu d'où ça vient, cette plateforme TOC, en prenant du coup un petit peu le prisme, la vision SNCF Connect and Tech. Donc, qui utilise SNCF Connect, le produit tout en un des mobilités durables? Alors, on a aussi merci à tous. On a aussi un deuxième métier qui est celui d'éditeur de solutions de mobilité, notamment pour le groupe SNCF. Donc, c'est beaucoup plus de projets que juste le produit SNCF Connect que vous connaissez. Et la belle histoire qu'on a avec TOC, elle a débuté en 2016. Je vais être très très rapide là-dessus parce que c'est pas l'objet du témoignage aujourd'hui. Mais TOC, c'est ce qui nous a permis d'investir vraiment sur le conversationnel, de développer. Alors en 2016, c'était le chatbot Voyage SNCF, puis c'est devenu Oui SNCF, et aujourd'hui c'est SNCF Connect and Tech et le produit SNCF Connect. TOC, c'est la plateforme qu'on a développée pour ses besoins métiers au départ et pour développer nos produits. Et puis au bout d'un an, on a open sourcé du coup la partie un petit peu générique qui était réutilisable par la communauté. C'est une solution qui a fait ses preuves sur ces projets-là, puisque ça a été en 2018, en 2019, les produits qui étaient conçus avec TOC ont été récompensés. Il y a eu également je veux passer même là-dessus. En termes de charge, vous l'imaginez, les premières années, on avait quelques utilisateurs, puis quelques dizaines d'utilisateurs, de clients sur Voyage SNCF, sur le chatbot. Et progressivement, on est passé à 10 000, 15 000 utilisateurs par jour. Et aujourd'hui, c'est vraiment au cœur de SNCF Connect, puisque non seulement vous l'avez peut-être constaté, en bas de tous les écrans de SNCF Connect, vous avez accès à l'assistant conversationnel, donc qui est motorisé par TOC, solution open source. Mais en plus de ça, et ça moins d'utilisateurs le savent, le moteur de recherche, le fameux moteur de recherche unique, vous n'êtes pas obligé de taper le nom d'une ville dedans. Vous pouvez écrire, par exemple, je pars à Bordeaux depuis Paris après-demain, ou des choses comme ça. Et vous verrez, du coup, vous passez à travers tous les formulaires, vous avez les résultats directement. Donc, il y a une reconnaissance du langage, et c'est toujours la même technologie, TOC, qui, vous l'imaginez, SNCF Connect, avec ses 3 millions de visites par jour, c'est cette technologie, cette plateforme qui traite tout ça, qui traite le langage, et en l'occurrence, là, qui vous redirige vers un écran. Donc TOC, pour ceux qui ne connaissent pas du tout TOC, c'est une boîte à outils
Donc c'est pas lié au monde du train, c'est pas lié au monde du voyage, c'est une boîte à outils. On vous partagera évidemment les supports, donc je vais passer rapidement là-dessus. Ça a été open sourcé donc en 2017. Le principe de cette boîte à outils, de cette plateforme, c'est de ne pas être en dépendance forte sur une technologie. Alors à l'époque sur des technologies de NLP, et puis on va revenir notamment sur ce que ça veut dire aujourd'hui. C'est pas une distribution freemium, c'est-à-dire que contrairement à d'autres solutions open source, vous n'avez pas une partie communautaire et puis une partie qui est payante si vous voulez aller plus loin. Tout est vraiment inclus dans la distribution. C'est en licence Apache 2 et ça a été récompensé, on en est très fiers, par le prix des acteurs du libre en 2019. C'est pas du tout l'objet, donc je vais passer très très vite là-dessus, mais si quand même vous demandez en fait qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour mes projets en termes de technologie, je vais pas vous refaire un peu le schéma de comment fonctionne un bot vocal ou un chatbot. En gros, on attend de lui qu'il comprenne, qu'il construise des réponses, donc il y a plusieurs choses qui entrent en œuvre. Une bonne boîte à outils, elle arrive par défaut avec des marteaux, des tournevis qui fonctionnent. Donc, nous, on a beaucoup travaillé avec Stanford Core NLP, Apache OpenNLP au départ pour la reconnaissance du langage, Kotlin pour le langage de programmation. Et puis, on a commencé avec des connecteurs pour aller s'interfacer à Messenger, faire un bot sur Messenger, un bot sur WhatsApp, etc. Et progressivement, il y a beaucoup d'autres intégrations, beaucoup d'autres connecteurs qui ont été ajoutés, parfois par nous, parfois par la communauté. Et donc, aujourd'hui, en fait, c'est une super boîte à outils pour aller créer des assistants conversationnels qu'on va interfacer avec à peu près tout ce qu'on veut, un intranet, une appli mobile, un SharePoint, un Alexa, Google Home, etc., etc. Également des intégrations en back-office pour aller faire du live chat, des choses comme ça. Et puis, c'est ce que vous voyez un petit peu à droite, il y a tout un ensemble d'interfaces graphiques, d'interfaces utilisateurs, c'est la partie qu'on appelle Talk Studio, qui là aussi s'est beaucoup étoffé, notamment avec la communauté et avec des organisations comme Enedis qui avaient des besoins. Donc ça permet de faire beaucoup de choses, de donner l'outil et donner le back-office à des profils métiers, à des PO, à des UX, donc des gens qui ne sont pas forcément data scientists, pas forcément développeurs, et de les laisser créer des bots, créer des assistants conversationnels, avoir des analytics, gérer les connaissances sur le bot, etc. Potentiellement avec une approche no-code. Je reviens pas trop là-dessus. Si vous voulez avoir un petit peu, en savoir un peu plus, je peux vous renvoyer par exemple sur la démo que j'avais faite il y a 2 ans, où en 20 minutes, à OSXP, on créait un bot from scratch avec la plateforme. Non, aujourd'hui, on voulait plus insister sur les collaborations. Les premières collaborations notables côté SNCF, ça a été au sein du groupe SNCF. Donc là, je vous ai mis un exemple d'un bot qui a été créé en fait par une entité, une direction à la SNCF, assez éloignée de la filiale qui est SNCF Connect and Tech. Et vous pouvez l'imaginer, la SNCF, c'est une grande maison, il y a beaucoup d'entités, beaucoup de directions, il y a aussi des relations clients-fournisseurs parfois entre eux et des clients internes. Et en fait, quelque chose qui a été assez marquant avec TOC, c'est qu'au-delà des relations clients-fournisseurs qu'il pouvait y avoir un peu historiques entre certaines de ces directions, on a commencé à avoir une vraie logique communautaire. Et typiquement, le bot dont je vous ai mis une copie d'écran, là, donc c'est un bot interne, où il pose des questions sur des applicatifs en interne, ça nous donne des informations techniques. Et donc, vous voyez, il est exposé sur Teams, en interne dans l'organisation. Ce qui était notable, c'est que ce bot, il a été développé par une personne qui est en fait très éloignée de la filiale qui a créé TOC au départ. Et en fait, année après année, on a vu comme ça, la filiale SNCF Connect and Tech a créé de nombreux bots pour l'interne, pour le groupe, mais il y a aussi d'autres bots qui ont été créés avec la même plateforme, sans aucune relation commerciale, entre guillemets, en interne dans le groupe, juste avec du support, de l'entraide, en fait, une vraie logique communautaire. Et aujourd'hui, on a les communautés d'utilisateurs au sein du groupe. Après, je vous dis ça, au sein du groupe SNCF, c'est peut-être pas le plus impressionnant en termes de collaboration. Et évidemment, on va parler des collaborations un peu plus larges. Et là, je voulais mentionner le TOSIT, l'association tosit.fr, qui a été un vrai accélérateur. Parce que le TOSIT, alors vous pouvez venir nous voir, je crois que c'est K58 le stand. Le TOSIT, c'est une association d'utilisateurs finaux de solutions open source, et puis c'est devenu une association aussi de promotion de l'open source par des grandes organisations principalement françaises. Donc vous en voyez quelques-unes. Il y a l'IGN qui vient de nous rejoindre également. Et en quoi ça a été un accélérateur pour nous ? 2 choses. D'une part, le fait d'échanger avec d'autres grands groupes, d'autres clients finaux, entre guillemets, ça nous a permis de cerner un peu ce qui leur manquait pour, par exemple, utiliser une plateforme, une solution comme TOC.
Il leur fallait plus de garanties, plus de confiance, il leur fallait en fait un écosystème, que ce soit pas juste une solution open source faite par la SNCF où les seules compétences et savoir-faire seraient à la SNCF. Donc, à partir de là, à partir de 2019, on a pu travailler à créer, faire émerger un petit écosystème autour de la solution. Donc, avec des acteurs comme l'Inagora, qui proposaient déjà des services, services de support open source, des choses comme ça. Avec également des organisations et des ESN qui étaient en prestation chez nous, et du coup, de fait, qui étaient montés en compétences et les accompagner pour qu'après, cette compétence grandisse encore chez eux. Et aujourd'hui, on a des ESN ou des entreprises comme Sogeti qui reproposent stock à des clients finaux autres que nous. Et donc voilà, vous voyez que ça donne de la pérennité, ça élargit en fait la communauté et ça donne de la confiance derrière la solution. Et puis au sein du TOSIT, on a trouvé aussi, au-delà de la solution TOC en elle-même, on a trouvé beaucoup d'organisations et de grandes organisations qui partageaient les mêmes besoins que nous et qui trouvaient de la valeur à avoir des solutions ouvertes, des solutions open source, notamment dans un domaine comme l'IA conversationnelle, et notamment face à des enjeux, et parfois des nouveaux enjeux, comme la protection des données, l'éco-conception. Voilà, on a besoin de maîtrise. Et du coup, l'open source nous apporte de la valeur. Donc, même des organisations comme Maïf ou Orange qui n'utilisaient pas TOC, du coup, on avait des collaborations qui naissaient derrière ces problématiques-là, des échanges et porter aussi des messages en commun. Du coup, là, c'est le moment difficile où je vais essayer de parler au nom d'Enedis. Et donc, l'histoire d'Enedis avec TOC, ça a été à cette époque-là, donc c'est 2019. Enedis s'est rapproché de nous, a dit « c'est intéressant ce que vous faites avec TOC. Nous, on aimerait bien investir davantage sur le conversationnel, on aimerait bien utiliser des solutions ouvertes. On a besoin d'un peu d'accompagnement » et donc c'est ce qui s'est passé pendant plusieurs mois. On a fait beaucoup d'accompagnement. Là aussi, il n'y a aucune relation commerciale, entre guillemets. C'est de l'entraide. Et derrière, il y a une très belle histoire qui a commencé à s'écrire chez Enedis. Donc depuis 2019, ça leur a permis de structurer une vraie filière du conversationnel, créer une chatbot factory. Donc après, de développer de nombreux bots. Il y a eu des bots internes, puis les bots qui sont en façade sur enedis.fr. Ils ont pu faire ensuite un serveur vocal interactif. Donc ils ont pu créer beaucoup de choses. Vous avez quelques chiffres, vous voyez que ça a vraiment pris de l'ampleur. Ça fonctionne bien. Et ce qui est aussi formidable, c'est que depuis l'an dernier, Enedis, qui du coup était passé consommateur, utilisateur de cette plateforme TOC, a commencé à vraiment investir et faire des pull requests et des choses comme ça, contribuer en fait à la solution. Donc il y a toute cette dynamique qui s'est faite progressivement et c'est une très belle histoire et on est très heureux de les avoir dans la communauté TOC avec nous. Et puis vous le voyez, c'est exprimé là. Demain, l'IA générative viendra enrichir ce socle pour plus de fluidité et de personnalisation. Et donc ça, on va avoir l'occasion de l'illustrer un petit peu. Mais vous voyez, il y a cette approche déjà chez Enedis, et on va revenir dessus parce que je pense que c'est quelque chose qu'on partage à peu près. C'est cette idée de dire, aujourd'hui, il y a l'IA générative, mais on va pas forcément jeter tout ce qu'on avait. On va plutôt venir enrichir, compléter, voir aussi ce qu'on peut faire avec des solutions hybrides. Donc voilà, il y a un petit peu cette approche-là, visiblement, chez Enedis. Je finis par vous mentionner quelques collaborations peut-être un peu inattendues, en tout cas pour nous, côté SNCF. En 2020, au début de la crise sanitaire, il y a quelques personnes chez nous qui ont discuté avec des personnes d'Allomedia et des personnes de l'INSERM. Donc clairement, on ne fait pas, entre guillemets, du business ensemble. Des gens qui se sont parlé comme ça et qui se sont dit, en fait, on a les outils, on a les bons outils ouverts pour proposer un assistant par téléphone qu'on pourrait ouvrir aux Français, qui pourrait les aider, les aiguiller, poser des questions sur leurs symptômes, etc. et mieux les router face à l'urgence de la crise sanitaire. Donc ça a été la belle histoire d'AlloCovid. Alors, c'est plus la peine d'aller sur le site d'AlloCovid, je crois qu'il a été éteint il y a 1 an à peu près. Mais voilà, c'était une belle histoire, et c'était une belle histoire où on voit que le bon outil open source a permis de faire de l'IA dans le domaine de la santé, et sans sacrifier, je ne fais pas toute l'histoire, mais sans sacrifier les aspects protection des données. Ça a été fait avec Privacy Impact, avec Santé publique France. Donc voilà, il y a eu une belle collaboration derrière ça. Ça a été déployé nationalement, vous en avez peut-être entendu parler à l'époque, dans les journaux, à la télévision. Une autre belle histoire inattendue, ça a été suite à la petite démo dont je vous parlais à OSXP il y a 2 ans. On a été recontacté par des gens de l'Université de Lorraine qui expérimentaient des choses avec la solution Rasa, qui ont été intéressés par TOC. On a eu quelques échanges, on les a aidés à se faire un petit peu la main, à tester des choses, ça a été assez concluant. Et on a pu constater que
aux assises du CSI-ESR, donc c'est le Comité des systèmes informatiques de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc en gros, devant les autres universités, ils ont pu présenter un REX et apporter des messages positifs sur le fait d'utiliser ces solutions open source pour faire du conversationnel au sein des universités. Et donc, pour nous, ça a beaucoup de sens aussi. Le TOC, on l'a développé pour nos besoins métiers, pour réussir nos projets, mais de voir que derrière, c'est réutilisé, et c'est réutilisé dans des sphères en fait assez éloignées, typiquement dans des universités, pour les étudiants, c'est quelque chose qui a beaucoup de sens pour nous et on en est très fiers. Une autre petite histoire, c'est celle de Spoon. Donc Spoon.ai, Spoon, il fabrique des avatars virtuels. Donc ils sont très spécialisés. C'est un peu l'autre pendant par rapport au chatbot. Au lieu d'être le contenu, c'est plutôt tout le non-verbal. Avoir l'avatar qui vous suit des yeux, on peut interagir, on peut le toucher, etc. Vous en avez peut-être entendu parler récemment parce qu'ils sont à bord des dernières Renault. Ils ont créé un avatar Renault RENO. C'est motorisé par Spoon. Il y a des applications très sérieuses aussi avec le CNES, il me semble. Donc, c'est pas uniquement pour faire de l'événementiel et pour les étudiants. Mais c'est une belle histoire parce qu'on a été mis en contact par Arkea. Alors oui, nous on a travaillé avec Spoon, on a expérimenté des bornes Spoon dans les agences bancaires pour accompagner les clients du Crédit Mutuel Arkea sur les usages de l'application mobile bancaire. Et donc cette intégration s'est faite au travers de TOC, et Spoon a rejoint un peu la communauté TOC via ce qu'on appelle un connecteur, ce qui permet du coup d'interagir entre TOC et la plateforme Spoon et l'avatar qui est sur la barre. Et donc cette connexion a été développée par Spoon, donc par la communauté, et nous-mêmes, cette année, on a commencé à faire des choses, notamment sur des salons comme Devox, DevFest, accueillir les conférenciers, les gens, les participants et les festivaliers, leur parler de l'entreprise, leur parler de différentes choses, avec cette solution, intégrée du coup avec un cœur TOC, donc on maîtrise le contenu, et ce qui est extraordinaire en plus, c'est que quand on a des jeunes gens qui voient des avatars virtuels, et enfin ça a beaucoup de succès, on peut sortir l'ordinateur derrière, leur montrer le back-office et leur montrer un peu comment ça marche, l'apprentissage du bot, etc., que c'est pas magique, et qu'en plus c'est open source. Donc voilà, c'est une belle histoire aussi. Et je terminerai mon long tunnel sur cette dernière idée, c'est qu'en fait, année après année, bien au-delà de ce qu'on avait anticipé comme valeur derrière cette solution et derrière l'open source, où on pensait au départ avant tout à réussir nos projets, on a pu constater l'effet levier de la communauté. Ça s'est pas fait tout seul, on a organisé des hackathons, il y a eu des efforts de documentation et autres, mais il y a eu une communauté qui a émergé, il y a des acteurs comme l'Inagora, comme Arkea qui nous ont rejoints, il y a eu de plus en plus de contributions, de pull requests vraiment ambitieuses, pas changer une virgule ici ou là, qui sont apparues, et je pense que 2023 aura été un tournant, parce que cette année, je pense qu'il y a eu encore plus de contributions, et des contributions encore plus ambitieuses de la part d'Arkea, par exemple, par rapport à la SNCF. Donc c'est extrêmement positif pour la technologie, pour la plateforme, pour son côté ouvert et communautaire. Et du coup, je te propose de nous en parler un petit peu, et de nous dire ce que vous faites, parce que c'est extrêmement intéressant. Alors, que vient faire une banque dans tout ça? Donc le Crédit Mutuel Arkea, nous on a commencé l'aventure du conversationnel avec plutôt du e-commerce conversationnel. Pour être très honnête, on n'a pas utilisé TOC au début, on a voulu le faire nous-mêmes. On a commencé avec un petit socle qu'on avait développé nous-mêmes sur l'assistant Google, et très rapidement on s'est rendu compte qu'on avait d'autres besoins de chatbot qui émergeaient. Ces besoins de chatbot, ils étaient très variés au sein du groupe Arkea, et donc on s'est dit, non, notre socle il est pas suffisant, on a besoin d'aller sur divers canaux, qu'est-ce qui existe en termes de solutions sur le marché? C'est là qu'on s'est orienté vers TOC. TOC, on l'a fait vivre, on l'a adapté, on l'a modulé un peu à nos besoins. Un besoin qu'on avait identifié, c'était du support pour nos clients. Du support qui passe au travers de l'application mobile via du chat, ou du support qui passe au travers du site web de votre banque lorsque vous êtes connecté en ligne, vous voulez changer votre adresse par exemple, vous ne savez pas comment le faire, vous pouvez interroger le bot pour le faire. Ces cas d'usage du support aujourd'hui, ça représente un peu plus de 36% du volume de conversation qui est traité par le bot en premier niveau. Alors j'appelle ça premier niveau parce qu'on a des humains aussi derrière, et on aime bien avoir ce duo de bot et d'un opérateur qui va pouvoir aller apporter du conseil à nos clients. Donc ça, c'est un premier cas d'usage de TOC. On a aussi des cas d'usage internes, autour de la RH par exemple, autour des diverses applications qu'on a dans notre parc applicatif, quelles sont les habilitations qu'il me faut pour accéder à telle ou telle application. Il y a différents chatbots comme ça qui existent en interne au sein d'Arkea, une dizaine de chatbots aujourd'hui, et ces chatbots-là sont tous propulsés par TOC,
qu'on a adaptées au fil de l'eau. Typiquement, simplifier les interfaces de TOC pour que des métiers qui ne comprennent pas ce que c'est que du Natural Language Processing, une intention ou même les notions d'IA derrière puissent utiliser et faire grandir leur bot sans avoir besoin de comprendre ces notions-là. Et du coup, vous contribuez depuis des années. Et la dynamique qu'il y a eu chez Enedis, qu'on a eu aussi à la SNCF, de commencer à développer un bot, puis un deuxième, et puis en fait de plus en plus, de structurer la filière, et d'avoir de plus en plus de directions métiers qui viennent nous voir en disant ah, bah, ça a l'air de bien marcher, nous on aurait des besoins aussi. C'est aussi ce que vous avez vécu chez Arkea. Ça. Depuis 2019, donc on est en production avec TOC, donc ça commence à faire quelques années. C'est une solution, comme tu le disais, qui est effectivement éprouvée en production, et on a énormément de besoins de bots qui arrivent aujourd'hui, notamment au travers des IA génératives et de la tendance qui augmente. On a de plus en plus de demandes de chatbots, on en a une douzaine pour l'année prochaine déjà qui vont se lancer sur cette plateforme-là. Alors justement, ces IA génératives, on a eu un parti pris chez Arkea qui est de commencer à l'intégrer au sein de TOC. On est resté dans l'état d'esprit et dans la philosophie de TOC. TOC, il faut le voir comme un hub de diverses solutions, une boîte à outils. TOC, c'est la petite bulle bot que vous voyez ici au milieu. On l'a indiqué tout à l'heure, TOC est compatible avec divers canaux d'entrée pour les conversations, les messages qui vont arriver au sein de TOC. Je vais juste m'attarder sur un de ces canaux-là, la petite bulle qui est verte ici, qui s'appelle iAdvise. C'est un outil de relation client. On a développé le connecteur, on l'a reversé d'ailleurs à la communauté TOC, ce connecteur-là. Cet outil iAdvise, c'est l'outil qui est utilisé par nos opérateurs, les humains, qui sont en centre de relation et qui vont reprendre le relais de la conversation. Avec cette intégration-là, grâce à TOC et à la maîtrise qu'on peut avoir du code source de TOC, on peut avoir une rupture, enfin un changement de conversation, un passage de relais à un opérateur humain qui se fait au sein de la même fenêtre de chat, sans rupture de canal, et en ayant tout l'historique de la conversation qui est conservé. Ça veut dire que le conseiller, quand il reçoit la conversation, il sait ce qui s'est dit avant avec le bot. Et du coup, il va pas perdre de temps à reposer les mêmes questions, ce genre de choses-là. Ça, c'est un aspect important de TOC, c'est vraiment un des facteurs clés qui nous a convaincus sur la solution. On a parlé de niveau informationnel, de questions-réponses. Ce qu'on va rajouter à TOC, et ça c'est déjà en cours de développement, c'est même très avancé, ce sera a priori pour la release de janvier, on va rajouter une interaction avec des bases documentaires, de grosses bases documentaires métiers, toute la foire aux questions par exemple de votre site web ou du site web de la SNCF, couplées à des modèles larges de langage. Et je dis des modèles larges de langage, puisque dans l'état d'esprit de TOC, comme avec les connecteurs qu'on a pu voir tout à l'heure, on va être compatible avec plusieurs types de modèles larges de langage, de manière à s'adapter aux différentes contraintes qu'on peut avoir. Pourquoi se limiter à un seul, si en fait on a plusieurs cas d'usage et que c'est pas toujours le même qui est le plus efficace? Ça, alors la raison du plusieurs, elle est assez simple, hein. C'est qu'aujourd'hui on a déjà beaucoup de modèles open source qui émergent. Il est nécessaire de pouvoir en faire cohabiter plusieurs, puisqu'ils ne correspondent pas toujours à nos besoins. Et il y a aussi certains acteurs qui, pour des raisons d'infrastructure, vont plutôt préférer aller vers des solutions qu'on appelle en buy, c'est-à-dire des API qui vont pouvoir appeler, puisqu'ils n'ont pas des infrastructures de machine learning pour faire tourner ces gros modèles-là. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est juste rester libre et pouvoir intégrer telle ou telle solution, pourquoi pas plusieurs, etc. Dans les modèles qui sont cités, justement, il y a des modèles en buy que vous pouvez voir au début, que vous connaissez certainement. Et le dernier modèle, c'est le modèle BloomZ, c'est un des modèles open source qu'on a nous-mêmes fine-tuné chez Arkea. On est parti du modèle Bloom et on a entraîné ce modèle-là avec des corpus de texte en français beaucoup plus présents, puisqu'on avait besoin d'un modèle qui soit qualitatif sur du texte en français. Ce modèle-là est d'ailleurs déjà présent sur Hugging Face en différentes variantes, différentes tailles de modèles et ses dérivés également. Alors, cette intégration, j'ai dit qu'on allait interagir avec des bases documentaires importantes. Qu'est-ce qu'on aurait tendance à faire? Aujourd'hui, si vous voulez interroger une base documentaire, vous allez typiquement aller sur ChatGPT, vous allez essayer de copier-coller vos documents et votre question à la fin. Le problème, c'est que je ne peux pas faire rentrer tout le site web du Crédit Mutuel Arkea au sein du champ de saisie, ce qu'on appelle le prompt, puisque ce prompt, il a une taille limitée. C'est ce qu'on appelle la taille de contexte d'un modèle large de langage. Pour résoudre cette contrainte-là, de faire rentrer un corpus documentaire très gros dans un prompt et le faire comprendre à un LLM, on va ruser d'astuces. On va d'abord effectuer ce qu'on appelle une pré-recherche. Comme si j'avais un moteur de recherche, je tape ma recherche. Là, la recherche, c'est « je souhaite faire un virement de 200 € de mon livret A vers mon livret développement durable ». Cette recherche-là, on va aller filtrer les documents qui nous paraissent pertinents. Et on va pour ça jouer avec un premier modèle qu'on appelle un modèle de vectorisation sémantique. On va essayer de trouver des documents proches de cette notion-là, ou des portions de documents, des paragraphes qui sont sur la page de foire aux questions. Voilà, typiquement, là, on va avoir la foire aux questions sur le livret A, la foire aux questions sur la page de virement. Ces documents sont proches de la question de l'utilisateur. Ensuite, on va aller utiliser ces documents-là. Là, j'ai moins de documents. Ça, c'est quelque chose que je peux mettre dans le prompt du modèle large de langage. Et donc, on va tout simplement demander au modèle large de langage, avec ces éléments-là, les documents que j'ai trouvés, les 4, 5, 10 premiers résultats,
résume-moi et extrais-moi les éléments de réponse à la question du client. Donc, si on regarde un petit peu, alors ça c'est un prompt très simplifié. Ce prompt-là, il va ensuite nous générer la réponse qu'on va renvoyer dans Toc. Ça, c'est ce qu'on appelle du Retrivial Augmented Generation. Retrivial, parce qu'on va d'abord aller préfiltrer des éléments d'une très large base documentaire, et Generation, puisqu'on va générer, on va s'inspirer de ces documents-là, et uniquement de ces documents-là, c'est aussi la particularité du RAG, pour générer une réponse concise de chat pour l'utilisateur. Un autre aspect, je vais aller très rapidement sur cette partie-là, la dernière phrase de l'utilisateur, elle n'a pas toujours de sens. Si je prends l'exemple qui est là, un livret développement durable, c'est pas une question. Je ne peux rien en faire. En dehors de la conversation, en dehors du contexte, on ne peut rien en faire. On va aussi, en amont, contextualiser cette phrase avec l'historique de la conversation, avant d'aller chercher les documents et avant d'aller générer la réponse. C'est ce qu'on appelle condenser la question d'une certaine manière, et c'est aussi un modèle large de langage qui va être sollicité sur cet aspect-là. Et d'ailleurs, ce n'est peut-être pas le même modèle large de langage qu'on va utiliser, puisqu'on s'oriente vers des modèles plus petits pour des tâches spécialisées. C'est d'ailleurs l'idée dans les années qui viennent. Il est intéressant de pouvoir interroger différents modèles larges de langage pour différentes tâches. Et alors là, pour les gens qui connaissent déjà, utilisent déjà Toc, on a un screenshot que personne n'a jamais vu. Voilà, alors cet écran-là, il est tout nouveau. Il est tout nouveau parce qu'il n'existe pas complètement. C'est une maquette. Alors, il est développé, mais il est branché à rien pour l'instant derrière, parce qu'on attend de voir comment va réagir la communauté. On a parlé de bases documentaires tout à l'heure. Ces bases documentaires, elles dépendent de chaque cas d'usage, avec des types de fichiers, des formats de documents, des sources qui sont différentes. Et c'est là qu'on a besoin d'avoir la communauté qui va aller développer ces petits modules d'indexation de documents, de traitement, de préfiltrage de ces documents-là. Il y a déjà beaucoup de modules qui existent dans des outils comme LangChain, on va pouvoir s'appuyer sur ces outils-là, mais on a aussi besoin de la communauté tout simplement pour intégrer ces modules-là qui soient utilisables facilement sans coder, puisque nos métiers, on ne va pas leur demander d'aller faire un développement pour intégrer leurs documents. Donc l'objectif, c'est là de voir si la communauté s'empare de cette nouvelle fonctionnalité-là. Nous, on va faire des développements pour nos bases documentaires à nous, le contenu de notre site web par exemple. Mais derrière, on sait qu'il y a d'autres besoins, et c'est là que vous pouvez vous-même agir et venir pousser des pull requests pour faciliter l'indexation de vos documents. Donc là, on voit des intégrations au premier plan dans Toc Studio, dans les interfaces utilisateurs, de fonctions RAG, fonctions d'IA générative, on va dire, au sens très large. Et donc ça, vous avez avancé là-dessus, c'est très impressionnant déjà, ce que vous nous avez montré. Et du coup, on attend des retours de la communauté, les PR sont ouvertes, vous pouvez venir commenter, nous contacter, échanger. Et puis autrement, on peut s'attendre à ce que ça arrive probablement dans la prochaine release de Toc un premier niveau d'intégration si tout se passe bien. Voilà. Ça. Alors, petit point d'attention, vous avez déjà vu dans d'autres conférences, on vous a parlé de RAG déjà aujourd'hui. Pour l'instant, on vous a montré souvent des notebooks Python pour des développeurs. Là, on s'adresse à des métiers maintenant. Donc, on est vraiment plus dans un mode d'industrialisation dans Toc, d'accessibilité aux métiers qui vont pouvoir maîtriser la solution. Là où les autres conférences que vous avez pu voir sur du RAG s'adressaient plus à des développeurs, ce que nous, on a utilisé du coup pour intégrer du RAG. Là, on va un petit cran plus loin. On va pas aller nous-mêmes, moi en tant que développeur, aller intégrer les documents du site web du CMB. C'est une fonctionnalité produit, donc ça veut dire que n'importe quel utilisateur du produit dans son bot pourra lui-même aller indexer ses documents. C'est vraiment ça l'idée. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que mon chatbot RH du groupe SNCF en interne, mais qui est quand même ouvert à 150 000 collaborateurs, et qui est maintenu par des référents métiers RH, globalement, qui ne sont pas des développeurs, je ne vais pas avoir besoin de leur apprendre à faire du RAG et à coder avant. C'est ça, c'est une fonction qu'ils vont pouvoir activer dans leur bot. Alors, ils vont pouvoir l'activer, pour l'instant, on le laisse à la main des administrateurs. Je fais très simple. Chez nous, on a des métiers qui ne souhaitent pas avoir d'IA générative, puisqu'ils souhaitent garder une maîtrise de leurs réponses. Le cas des RH, souvent, typiquement, pour éviter des réponses erronées. Et donc, du coup, c'est une fonction que nous, on la pilote, cette fonction-là. On a un organisme de risque en interne qui nous dit, oui, ce métier-là a le droit de le faire ou pas. Et moi, j'ai un clic à faire, et après, il pourra se débrouiller tout seul avec cette fonctionnalité. Mais tu l'as dit, le mot-clé, c'est maîtrise. Et ce qui est important, c'est d'avoir le choix, et en tout cas, que ce soit pas une contrainte technique ou technologique derrière ce choix-là. Qui peut faire quoi, qui on autorise à quoi. C'est ça. Et derrière, on va aussi choisir le modèle qu'on utilise. Typiquement, on va peut-être pas envoyer des données RH à OpenAI. On va préférer les envoyer à un modèle open source qui tourne sur nos infrastructures. Tout l'intérêt d'avoir cette modularité-là dans le truc. On va passer la parole à Michel Marie. Oui. Alors, j'ai envie de dire tous les chemins mènent à Toc. Nous, si tu passes sur la slide suivante, donc c'est vrai que on s'y est intéressé assez tôt.
par un aspect, en fait, puisque en 2016, on a commencé, nous, en fait, à développer une solution open source de transcription de la voix, donc une API de speech to text, donc c'est Linto. Et donc, finalement, en 2016, il faut se rappeler, hein, donc il n'y avait pas encore Google Assistant en français, il n'y avait pas Alexa en français. Et donc, les deux challenges qu'on a dû nous relever assez vite, c'était effectivement de construire des modèles acoustiques et des modèles de langage. Mais pour faire d'abord de la transcription. Et finalement, les équipes ont été assez rapides pour développer finalement ces premières briques. Et assez rapidement, finalement, on s'est retrouvé avec des masses de textes. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on en fait? Et effectivement, c'est comme ça qu'on est arrivé à TOC. Juste avant de revenir sur TOC, donc globalement, si vous allez sur Nito.app aujourd'hui, donc vous avez deux systèmes. Vous avez en fait une application que vous pouvez installer sur votre téléphone, tout simplement, qui va vous permettre de faire de la transcription en temps réel, donc comme vous le feriez avec Siri, comme vous le feriez bien sûr en fait avec Google Assistant, mais vous le faites sur une technologie open source et bien sûr sur un environnement maîtrisé. Et puis l'autre partie, vous avez le studio, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez en fait une information donc, qui a été donc transcrite sur le téléphone, vous pouvez la partager donc sur cette application qui s'appelle Studio et qui permet de faire beaucoup de traitements. Et en particulier, quand on enregistre finalement une conversation, on va pouvoir à l'intérieur de ce studio finalement détecter les tours de parole, faire la diarisation, ce qu'on appelle la diarisation, et donc du coup aussi d'avoir un éditeur collaboratif pour éditer en fait ces transcriptions. Si je reviens sur TOC, si on passe sur donc, concrètement, donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec Linto? On peut faire beaucoup de choses. Donc on peut faire de la transcription en temps réel. Donc c'est-à-dire en fait ici on pourrait avoir finalement un prompteur qui reprend en direct ce qu'on est en train de se dire entre nous. On fait éventuellement des bots vocaux, donc intégrés en fait sous forme de connecteurs. Donc notre technologie d'ASR finalement en fait à TOC. Et en fait, nous, ce qu'on a fait, pourquoi on s'est intéressé à TOC, si on va juste sur la planche d'après, donc une fois qu'on a eu ces masses en fait de documents, très vite on s'est intéressé finalement à l'analyse sémantique. Et donc globalement, on retrouve une des slides là, que tu présentais, enfin une représentation de TOC, hein, donc de faire de la détention d'intention et d'identité. Et pourquoi alors? Donc on a utilisé, donc effectivement, nous on avait concentré notre R&D sur la construction de l'ASR, hein, donc la partie speech to recognition. Et bon, l'ASR, on a regardé ce qu'il y avait sur le marché. Donc, à l'époque, il y avait Rasa. Donc, on a regardé effectivement Rasa. Mais bon, nous, en tant que l'Inagora, technologie souveraine, open source, éventuellement avec un bon traitement de la langue française, quand on a rebenchmarké finalement le marché, c'est là où on s'est aperçu que TOC était apparu. Donc, on a intégré cette technologie TOC dans notre back-end. Et donc, si on va sur la planche d'après, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, on avait globalement je pense que vous connaissez Node-RED, en fait, hein, qui est une chose qui est pas mal utilisée dans le monde en fait, de l'IoT. Donc, on avait détourné finalement l'utilisation de cette application. On a créé en fait à la fois donc un module d'ASR qui correspondait donc finalement à notre technologie de transcription. Et puis, vous voyez en fait ce qui est encadré en rouge, hein, c'est TOC. Donc, on avait donc intégré sous forme d'API donc la technologie développée qu'on a évoquée auparavant. Et globalement, qu'est-ce qu'on ressortait de ça? C'était effectivement l'intention et les entités. Et ça permettait donc après d'intermédier ce qu'on appelait le Linto Skill. Donc c'est un serveur en fait de compétences qui permet, comme vous le faites certainement avec vos assistants personnels, alors ça peut être de pilotage d'appareils connectés, ça peut être de déclencher des recherches par la voix et ainsi de suite. Donc on avait développé dans le monde en fait de l'entreprise, là aussi de façon souveraine, hein, donc pas de dialogue flow, hein, donc c'est la capacité finalement à remplacer ces technologies-là et de les mettre en fait en entreprise. Donc ça, on a eu quelques bons retours en fait là-dessus, et c'est ce qui a permis effectivement l'utilisation en fait de TOC. Bon, ce qu'on voulait peut-être illustrer aussi, c'est Benjamin a commencé à en parler. Je crois qu'on a une planche après, voilà. Ouais, donc simplement pour dire que nous, une grosse partie de nos travaux donc sont à la fois open source, mais ils sont aussi traités d'un point de vue académique, parce qu'à chaque fois, finalement chaque fois qu'on attaque un système, ça va être la même chose sur la partie LLM, hein, c'est qu'on prend la face nord, hein, quand on veut faire de l'open source, on veut être lavé plus blanc que blanc, on se met des contraintes extrêmement fortes et globalement, nous, en tant qu'industriels, on aime bien travailler avec la recherche publique
Et donc, effectivement, on a pas mal de coopération. Et donc, il faut savoir que TOC a été aussi pas mal utilisé au sein du LIX, hein, donc le laboratoire en fait, d'informatique de l'école polytechnique avec l'équipe d'ASIM. Et donc, on a publié un papier, donc c'était en 2000, sur effectivement le fait de constituer des assistants en fait, pour les entreprises, complètement souverains. Et donc, on faisait référence à nos travaux en fait, sur TOC. Donc, voilà, donc TOC a aussi une résonance dans les meilleures conférences de rang A dans le domaine du langage. Et donc, ça, c'est un peu notre contribution sur la visibilité qui a été donnée sur le produit. Encore un effet levier de la communauté. Exactement. Et donc, ce que tu m'as demandé, donc un peu aussi d'intervenir, donc comme je le disais en introduction, c'est que donc on parle beaucoup d'IA générative, donc on a lancé cette communauté donc OpenLLM France au mois de juin, et l'objectif en fait de cette communauté, c'est de développer des LLM open source et souverains, avec une définition très stricte de l'open source, qui est pas celle en fait de celle qu'on a en fait pour Mistral, Falcon et Llama, puisque nous la pierre angulaire, c'est que un modèle il peut être open source selon nous que si les données d'apprentissage sont elles-mêmes en fait open source, publiées, transparentes, et qu'on s'assure qu'elles ont été collectées de façon éthique. Pas faire du web scrapping, du web crawling, comme c'est à peu près la plupart le cas en fait pour la plupart des modèles en fait aujourd'hui. Et bien sûr aussi qu'elle soit que cette collecte elle soit respectueuse de notre cadre réglementaire et en particulier pour les données personnelles en fait du RGPD. Donc tout ça pour dire, si on va juste sur la slide d'après, et puis ça va permettre, je pense, de lancer un peu les débats. C'est que, bon, on a dans les travaux qu'on mène avec OpenLLM France, donc on a fine-tuné en fait un modèle aujourd'hui qu'on a réalisé qui s'appelle le modèle Claire, donc il est disponible sur Hugging Face. Et on s'est lancé donc là, si vous suivez un peu nos communications, on s'est lancé sur le réentraînement en fait d'un modèle. Donc on est parti aussi sur Bloom, puisqu'à titre personnel, moi je considère qu'il n'a pas eu comment dire, la reconnaissance qu'il mérite, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, sauf qu'il est arrivé un peu tôt, donc c'est toujours un peu le cas, c'est toujours dur d'avoir raison avant tout le monde. Mais donc voilà, donc on est en train de lancer en fait un réentraînement en fait de Bloom actuellement. Et alors, on pourrait se poser la question, et c'est un peu le débat qu'on peut avoir, c'est finalement, est-ce que ces chatbots, puisque aujourd'hui vous avez forcément expérimenté soit ChatGPT ou peut-être d'autres chatbots en fait qui tirent parti du LLM, est-ce que en fait finalement c'est la fin des technologies de NLP ou pas? Est-ce que c'est encore pertinent? Parce qu'il y avait les solutions d'avant, et puis tout ça est balayé par l'IA générative et TOC au passage. Exactement. Alors, sur ce schéma-là, en fait, j'aime bien cette représentation, puisque finalement, elle représente un peu les différentes dimensions en fait autour du langage. Donc, que ça soit et puis l'IA, en fait, d'une façon un peu générale. Et puis, on voit des zones de recouvrement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir en fait finalement où sont les overlaps. Et moi, je considère que finalement, les LLM, en fait, dans la version qu'on utilise aujourd'hui, effectivement, ce qu'on les utilise, c'est pour faire de la génération de texte, par exemple, ce que tu évoquais, Benjamin. Et effectivement, on peut faire des chatbots. Mais à quel coût? Entraîner, en fait, un modèle, aujourd'hui, même quand on veut le faire, alors nous, tu l'as introduit, Benjamin, nous, on se vise, en fait, de faire des modèles sobres et compacts, globalement, maximum 13 milliards de paramètres, plutôt 7, ça c'est notre cible, faire 7 milliards de paramètres. Pourquoi? C'est qu'après des opérations de quantisation et de compression, ça peut tourner en CPU, donc c'est-à-dire de plus être dépendant en fait d'un environnement GPU, ce qui est en fait un élément selon moi essentiel dans aussi la maîtrise, puisque finalement GPU ça veut dire qu'on doit le tourner ailleurs et donc forcément on crée peut-être une dépendance et tout le monde n'aura pas la capacité à s'équiper en fait de H100 ou de A100 chez soi. Premier élément. Et puis, donc ça coûte cher, et y compris en fine-tuning. Donc, effectivement, ce que vous avez fait, donc, ouais. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas la fin de TOC, et je pense qu'effectivement, les travaux qui ont été initiés là, au sein d'Arkeia sont très intéressants, puisque finalement, on tire parti des deux. Et je les vois, moi, beaucoup plus complémentaires qu'aujourd'hui, qu'en opposition. Ça, pour donner des exemples très concrets, tout ce qui va tourner autour des messages d'introduction, des messages de warning sur l'usage du chatbot ou autre, ça peut être géré par de la NLP de manière très standard, comprendra une acceptation, une négation, lorsqu'on est dans des petits parcours au sein du chatbot,
On n'a pas besoin d'un modèle large de langage pour comprendre ce type de message-là. Donc la combinaison des deux est intéressante. Ce qu'elle apporte surtout, nous, sur nos cas d'utilisation en interne, c'est d'élargir un peu plus le champ de connaissances du chatbot, qui était aujourd'hui limité à des réponses qui étaient préconçues, pressenties par les métiers, à là un corpus documentaire qui peut être un peu plus large, mais tout en gardant la maîtrise sur les sujets qui étaient déjà au sein du chatbot, déjà entraînés, déjà pertinents. Via de la NLP, on continue à adresser ces sujets-là, sans solliciter le modèle large de langage, ce qui fait aussi des économies de coûts derrière d'exécution de ce modèle-là. Et puis il y a des zones où excuse-moi, mais il y a des zones où le LLM, en fait, aujourd'hui, en tout cas dans nos expérimentations, on n'a pas la prétention d'avoir tout expérimenté, c'est aussi un domaine qui bouge beaucoup. Mais globalement, si vous voulez faire en fait de l'analyse de sentiments sur un texte, je pense qu'aujourd'hui, en fait, une technologie NLP plus traditionnelle, en fait, est plus performante. Pour faire des systèmes de questions-réponses, donc là, ce que vous évoquez, aujourd'hui, un système en fait symbolique très classique, plus classique, pas très classique, plus classique, tirant parti d'une technologie comme TOC, en fait, aujourd'hui, me paraît encore pertinente. Tout ça pour dire qu'effectivement, il y a une place pour ces deux technologies aujourd'hui. Et nous, on est très contents, en fait, et par ailleurs, en fait, si on c'est pour boucler sur la partie communautaire. Donc nous, on va suivre d'autant plus les travaux qui ont été initiés. Moi, je les ai découverts, en fait, sincèrement. Là, ça fait un petit moment qu'on avait un petit peu quitté la sphère TOC, mais effectivement, donc les dernières PR, là, on va essayer de voir comment nous, on peut y contribuer, revenir, en fait, dans la communauté TOC de façon plus active et de faire cette liaison, en fait, avec les LLM. J'ai même envie de dire que les deux s'alimentent, puisque un des premiers cas d'utilisation, nous, qu'on a eu, c'était pas le cas qui était présenté ici, mais c'était utiliser un LLM pour augmenter les bases d'apprentissage qui sont utilisées au niveau du NLP. Pour donner un exemple très simple, on a des métiers qui vont rajouter une nouvelle thématique dans le chatbot, comment faire une opposition par exemple sur sa carte, ils vont formuler 2-3 questions. Réfléchir à des dérivés, c'est pas toujours évident. Pour bien avoir un modèle de NLP qui a suffisamment de variantes et capable de comprendre des phrases environnantes. Là, on peut encore une fois utiliser le LLM. Ça fait aussi partie des choses qu'on a de prévues dans la roadmap pour l'année prochaine, c'est de sortir un petit bouton tout simplement en plus dans l'interface pour les métiers qui est à partir de ces phrases-là et à l'aide d'un modèle large de langage, génère-moi des variantes de phrases sur la même thématique pour aller augmenter la base d'apprentissage du bot, mais en restant sur le NLP. Et donc, merci déjà beaucoup pour ces retours d'expérience. Et puis, il y a effectivement une idée un peu commune, enfin, sans nier les promesses, la rupture technologique qu'est l'IA générative. On parle quand même régulièrement depuis tout à l'heure, en pointillé, du fait d'enrichir, d'améliorer, d'intégrer ça dans des expériences existantes, dans des solutions existantes, et de garder une certaine maîtrise au-dessus de tout ça. Et alors, moi, vous l'avez noté, j'ai beaucoup parlé de collaboration, parce qu'on voulait vous raconter un peu les belles histoires qui sont nées de ce projet open source. J'ai pas vraiment évoqué l'IA générative à la SNCF, mais très rapidement. Les premières choses qu'on a faites, ça a été justement vérifier qu'en quelques heures, on était capable, sur un chatbot fait avec TOC, sur lequel on a la maîtrise, de proposer une expérience un peu hybride en intégrant un LLM. Alors, à l'époque, en l'occurrence, on a juste appelé les API ChatGPT, rien de plus compliqué, mais voir si on était capable très rapidement d'intégrer un LLM pour certaines réponses, et puis quand on nous demande le Paris-Bruxelles demain matin, là, de rester sur une réponse déterministe, quelque chose qu'on maîtrise, où on va interroger notre SI, on veut pas d'hallucination, etc. Est-ce qu'on était capable facilement de proposer une expérience où on a cette maîtrise, on est capable de placer le curseur et de dire ça, on veut bien laisser répondre l'IA générative, ça, on préfère une réponse fixe. Et il y a plein de raisons pour faire ça. Déjà, on a constaté, comme vous tous, l'histoire des œufs de vache, le phénomène des hallucinations. Donc nous, sur notre métier, on a pu constater qu'on nous proposait des trains de nuit pour faire Paris-Nantes, que les Ouigo étaient remboursables sans frais, des tas de choses comme ça. Donc ça, vous connaissez tous ce risque-là. Il y a les autres risques qu'on a vus aussi apparaître, émerger, dont de plus en plus de gens ont connaissance, ont conscience sur l'IA générative. On a vu des failles sur des systèmes d'IA générative et sur des API. On a vu donc des questions de protection des données, on a vu une remise en cause des modèles fermés, on a vu, tu disais, quel est le coût? Alors c'est le coût financier, ça peut être le coût pour l'environnement. Enfin, sur toutes ces questions-là, il y a des risques, ou en tout cas des choses qu'on a envie de considérer, on a envie de maîtriser, de pouvoir faire des choix. Et donc, c'est intéressant d'avoir des solutions qui nous laissent une certaine maîtrise. Et pour terminer, je vais proposer
c'est une analogie, donc c'est un peu simpliste, ça vaut ce que ça vaut. Mais moi, quand je regarde après des années de développement de chatbot avec du machine learning classique et de l'apprentissage supervisé, bah, en fait, j'ai tendance à faire une petite analogie avec aujourd'hui l'IA générative. À l'époque, en 2016, le machine learning commençait à se démocratiser. C'était une petite rupture technologique. Il y avait des promesses, faire des chatbots disponibles tout le temps pour les organisations, beaucoup d'intérêt à faire ça. Il y avait l'essor des réseaux sociaux, des messageries. Il y avait déjà des limites. Typiquement, vous vous souvenez, le chatbot, l'IA Microsoft qui avait été éteinte au bout de 24 heures parce que ça avait dérapé. Il y avait déjà des scandales sur les réponses des chatbots. Il y avait déjà des questions sur la cybersécurité, la protection des données. Il y avait déjà une remise en cause de voilà la pérennité dans des modèles industriels. Est-ce que je passe par une start-up? Est-ce que je passe par un éditeur? Est-ce que je passe par un GAFA? Comment est-ce que j'investis sur le conversationnel? Et nous, l'expérience nous a montré ces dernières années que le fait de miser sur des briques open source et le cas échéant de faire émerger, voire de construire des plateformes open source, bah, ça avait de la valeur. C'était pas la manière unique de faire, mais ça avait de la valeur. Et aujourd'hui, ben, on peut se dire, l'IA générative, on est vraiment sur une rupture technologique, encore d'une autre ampleur. Les promesses sont beaucoup plus folles encore. Mais finalement, on voit apparaître, on voit revenir à peu près les mêmes limites, à peu près les mêmes problématiques. Et du coup, on comprend tout le discours qu'on entend aussi un petit peu en parallèle sur le besoin de solutions ouvertes, l'émergence de solutions ouvertes aussi sur l'IA générative. Donc il y a beaucoup de choses qui se font au niveau des LLM. Et d'ailleurs, vous contribuez à ces projets-là, à ces initiatives-là. Et puis, c'est sûrement intéressant d'avoir des plateformes ouvertes pour intégrer ces solutions et garder une maîtrise au-dessus, notamment pour proposer des expériences hybrides et avoir, entre guillemets, le meilleur des deux mondes. Ou se dire qu'on a la possibilité de faire ces choix-là. Donc voilà, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel on est côté SNCF. Et pour terminer, le one more thing de ce panel. Eh ben pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité de TOC depuis quelques années, vous nous entendez dire qu'on se pose la question de l'avenir de TOC et peut-être de se rapprocher d'une fondation. Et donc ça n'est pas encore fait, je ne sais pas si on devrait en parler, mais en tout cas, on est tellement enthousiaste, et puis aujourd'hui c'est le 6 décembre, c'est le jour des enfants, donc je me sens un peu comme un enfant. On voulait juste vous annoncer que c'est lancé, c'est pas encore fait, mais on se rapproche, on a l'intention de se rapprocher de la fondation Eclipse, et donc voilà, devrait y avoir plein de choses très intéressantes pour la communauté TOC suite à ça. Ça devrait nous permettre de passer un cap en termes de visibilité, plus à l'international, de s'améliorer sur la gouvernance. Donc il y a une vraie communauté, une communauté extraordinaire qui a émergé, mais qui est très franco-française aussi aujourd'hui. Voilà, on se dit que ça pourrait être, c'est une bonne trajectoire, une bonne piste. Et donc voilà, on était content de vous annoncer ça aujourd'hui, même si c'est pas encore fait. On était content de le partager avec vous. Et il nous reste quelques minutes, puisqu'en fait, on nous a annoncé qu'on avait un petit peu de temps derrière le créneau. Donc il nous reste quelques minutes pour prendre vos questions et on serait ravis d'avoir vos retours, vos questions. Et puis évidemment, on restera disponible de toute façon dans le couloir après pour continuer les échanges et sur le stand Tozit et l'Inagora. Petit point de détail, si vous voulez tester TOC, vous pouvez le faire directement en ligne sur le site de TOC. Vous pourrez directement accéder à un environnement de démonstration de TOC avec un compte GitHub. Ça, vous pouvez déjà sans rien installer. Voilà, sans rien installer, vous pouvez découvrir TOC, le studio de TOC, et commencer à créer un petit chatbot. Voilà. Moment de promotion aussi. Donc Claire, vous pouvez la tester aussi, puisque Hugging Face nous a offert des inférences, donc des GPU en fait pour pouvoir inférer. Donc si vous allez sur la zone OpenLM France en fait sur Hugging Face, vous avez la version chat en fait de Claire et donc vous pouvez le tester aussi en direct quoi. Voilà. Donc voilà, on voulait vous partager des témoignages somme toute très positifs, de belles histoires et de belles collaborations, plus que peut-être la technologie en elle-même. Quelques considérations aussi, peut-être que vous aurez des réactions sur l'IA générative et le tournant que c'est pour nous tous. C'est la première question qui est la plus dure à poser. Alors, qui va se lancer? Qui se lance? Qui a eu ou une réaction? Patrice. En fait, c'est pas vraiment une question, mais ce que je retiens de tout ce qui a été dit, c'est qu'il y a peut-être une ou d'autres façons de faire de l'IA générative, c'est de la coupler avec les NLP. Donc, s'il y a peut-être un message fort pour la suite, autour de top, c'est bien marketé sur ta terme. Je pense qu'il va résonner surtout si
a réussi à positionner la communauté vraiment internationale à travers une fondation comme ça qui est développée. C'est un. Parce que là, il y a vraiment quelque chose à jouer. Et même dans l'écosystème français, l'entreprise, c'est vraiment le message, il est encore le plus des volets RSE, CSR. C'est, parce que ça, c'est la pépite. C'est un extrêmement bon point. Et j'irai même plus loin de façon un peu provocatrice parce que finalement, ce que l'on fait avec du fine-tuning ou ce qu'on fait avec le RLHF, c'est uniquement de corriger le mauvais entraînement en fait de ces modèles de langage. Et finalement, de rajouter en fait du symbolique à côté en fait du LLM, c'est aussi finalement de limiter les hallucinations et de contrôler le modèle. Donc c'est là-dessus où nous on travaille aussi, hein, c'est de faire des modèles où justement on les entraîne mieux avec de la donnée en fait de très bonne qualité, de très haute qualité, justement pour limiter en fait effectivement l'utilisation de techniques qui sont très coûteuses après, encore une fois. Et donc ça part de là en fait. Et aujourd'hui notre message, en tout cas sur ce qu'on fait dans cette communauté OpenAI France, c'est la data, c'est le data first approach, quoi. Donc en fait, c'est effectivement la qualité de données is all you need, hein, pour reprendre les textbooks, is all you need et ainsi de suite. Donc c'est effectivement notre approche et donc tu as raison, c'est les garde-fous en fait qui peuvent être implémentés. Donc c'est là où moi je parle de complémentarité. Dans un schéma, là, j'ai vu que bon, vous l'avez relié à OpenAI. C'est une instantiation locale ou c'est l'OpenAI Internet? Alors, il y a une raison très simple à cette intégration d'OpenAI. On se met dans la position du développeur, qui est le premier utilisateur et potentiellement contributeur de TOC. Il ne va pas forcément pouvoir faire tourner un modèle large de langage sur son poste. Et aujourd'hui, la solution du marché, qui est la plus facilement accessible pour le développeur, c'est d'aller sur du OpenAI où on va pouvoir avoir une clé d'API pour un coût qui est très modéré. Et donc c'est pour ça que les travaux d'intégration LLM ont commencé avec du OpenAI, puisque pour nous aussi, c'était ce qu'il y avait de plus simple dans nos entreprises, parce que la mise en place d'un contrat avec Microsoft pour du Azure OpenAI, c'était compliqué. Faire tourner nos modèles qu'on avait commencé à fine-tuner, il fallait des bonnes machines quand même. On en avait que quelques-unes, donc pas suffisamment pour toute l'équipe de développement. Donc voilà pourquoi il y a une intégration avec OpenAI, et c'est tout simplement le service OpenAI qui est disponible en ligne. De la même manière qu'il y a eu aussi dans le passé une intégration à Dialogflow sur la partie NLP, lorsque les utilisateurs de TOC ne maîtrisaient pas bien encore les solutions NLP open source. Oui, il s'agit, comme à l'époque avec Dialogflow, il ne s'agit pas de toute façon d'avoir un discours trop tranché et de dire on n'utilise que de l'open source et aucune API, aucune solution sur l'étagère et aucune solution propriétaire, aucune solution fermée. Dans certains cas, dans certains besoins, ça peut être la bonne solution. Donc ce qui est plus intéressant que ce débat-là, c'est d'avoir les bons outils pour rester en maîtrise et justement avoir la liberté de faire certaines choses avec une solution fermée, d'autres avec une solution ouverte, ou de combiner deux solutions ouvertes, deux solutions fermées, etc. D'avoir cette liberté-là, au-delà du choix d'une solution ou une autre, et même d'un type de solution sur un autre. Juste pour rebondir sur cette question-là, parce qu'effectivement, à l'heure où on parle de la réglementation IA Act et ainsi de suite, donc il y a cette question de dire oui, mais si on n'utilise pas en fait OpenAI pour le monde des développeurs, qu'est-ce qu'on utilise Alors il y a effectivement, si vous êtes ingénieur machine learning, vous pouvez effectivement installer un modèle en fait en local, faire la quantisation, tout ça. Donc c'est un sujet auquel nous on réfléchit. Et je pense que à partir du mois d'avril, l'idée, ça serait d'avoir sur la base du modèle qu'on va réaliser, donc le BloomNG, donc que j'évoquais tout à l'heure, d'avoir aussi un portail qui singerait en fait, pour être tout à fait transparent, le chatbot en fait de ChatGPT, avec une API qui permettrait à offrir effectivement des accès développeurs sur ces modèles. Puisqu'en fait, la preuve, et il faut se retenir, en fait, hein, ce qui a été la force de Stripe, hein, c'était effectivement l'adoption par les développeurs. Et je pense qu'en fait, sur l'IA générative, ça va être aussi ça. Et donc, c'est les développeurs à qui vous demandez aujourd'hui d'insérer des services cognitifs dans vos applications. Mais aujourd'hui, s'ils veulent aller vite, ils n'ont pas d'autre choix que d'utiliser en fait OpenAI. Donc, c'est ça en fait aussi. Et donc là, pour le coup,
Pour entraîner des modèles, j'ai trouvé une astuce pour effectivement que les GPU me coûtent pas cher. Donc, on utilise les machines, en fait, de la machine Jean Zay. Et donc, et c'est pour ça qu'on fait des travaux académiques, ce qui permet d'avoir accès à ces machines à coût zéro. Bien entendu, donc on travaille avec des partenaires aujourd'hui pour obtenir en fait des GPU pas chers en fait en inférence, de manière à proposer très rapidement une API ou avec un coût très raisonnable, presque à coût coûtant, en tout cas dans les travaux que mènera la communauté en fait OpenML France. Après, si des acteurs, bon, vous avez vu qu'OVH a fait des annonces, hein, dans ce sens-là, en fait, la semaine dernière, de mettre à disposition des modèles en fait en inférence, avec un accès plus rapide pour les développeurs justement. Voilà. Donc ça va bouger très très vite là aujourd'hui. Nous, c'est une des raisons pour lesquelles on est toujours dans l'expérimentation et que justement, on ne veut pas s'enfermer dans une solution aujourd'hui et on n'exclut aucune solution d'ailleurs, hein, c'est que ça bouge énormément. Et aussi, à une époque, là on l'a un petit peu vu via les différents témoignages, on a vu beaucoup de projets chatbot, assistants vocaux qui ont démarré pour le grand public, ou en tout cas c'est ceux dont on entendait parler, et en fait ont suivi beaucoup de bots internes et de cas d'usage, des bots juridiques, des bots RH, des bots support informatique, etc., dans les organisations. Ça s'est fait progressivement, et souvent, il y avait notamment une problématique de protection des données, c'est-à-dire mes données commerciales, mes données RH, etc., je veux pas trop qu'elles sortent. Il y avait souvent ce type de considération dans le fait de rapatrier ou de se décider à créer ce type de service en interne dans les organisations et d'aller assez logiquement regarder du côté des solutions ouvertes. Sur l'IA générative, ce sont encore les débuts. Il y a énormément de promesses. Aujourd'hui, on voit beaucoup de cas d'usage de l'IA générative en fait à destination des clients, ou on peut imaginer que dans les années à venir, il y aura peut-être de plus en plus d'usage de l'IA générative interne aux organisations pour exploiter des bases de connaissances en interne, comme aujourd'hui on a un certain nombre de chatbots qui font ça. Et là, peut-être aussi que ça sera du coup plus difficile d'appeler des API externes, de pas trop savoir où on s'est donné. Peut-être que pour la même raison, ça incitera à aller de plus en plus sur des solutions dont on maîtrise le déploiement, on maîtrise l'investissement, on maîtrise le dimensionnement. On a un peu cette clé de lecture chez nous en interne qui est de est-ce qu'il y a des données personnelles ou non, est-ce qu'il y a des données considérées comme stratégiques ou non pour le groupe, parce qu'il y a encore un autre enjeu, hein, parce qu'avec certains acteurs on peut travailler avec des données personnelles, voire même des données de santé, avec des garanties contractuelles, mais on n'a pas forcément envie d'un point de vue stratégique en tant qu'acteur bancaire d'envoyer des données qui donnent des informations stratégiques potentiellement sur le groupe à certains acteurs. Américains ou même français. Donc du coup, là, on s'oriente vers des solutions qui sont plutôt des solutions qu'on appelle make, où on va faire tourner des modèles open source, nos modèles ou d'autres d'ailleurs. Il n'y a pas forcément de choix là-dessus. Ça va dépendre du modèle qui est le plus performant, le plus pertinent, et sur des solutions qui sont sur nos infrastructures sécurisées, idéalement. Ou si c'est chez un cloud provider, avec des systèmes de chiffrement, avec des tiers de confiance. Donc on reste dans cette optique-là, et il y a des cas d'usage internes, notamment un chatbot pour nos conseillers, où on a de la donnée stratégique qu'on n'enverra pas à certains acteurs, puisque c'est des procédures internes qu'on va avoir autour de l'octroi de crédit, sur deux choses-là, et on imagine bien que c'est pas des données personnelles, mais c'est des données qui pour nous ont beaucoup de valeur d'un point de vue stratégique, et qu'on n'enverra pas du coup à ces acteurs-là. Juste pour... ah, pardon, ouais. C'est que vous envisagez de pouvoir traiter plusieurs modalités d'entrée à venir en stock avec le chatbot. Aujourd'hui, j'ai principalement du texte ou de l'audio qui est traduit en speech to text et qui est réutilisé. Et maintenant, un utilisateur, s'il veut ajouter une image, il va ajouter du contexte ou des petits morceaux de vidéo, des gifs, admettons. En vrai, est-ce que vous êtes en train de considérer ces options-là également? Alors, pas plus que ça, je crois. En soi, ça n'a rien d'impossible, et du coup, ça peut être intéressant de travailler justement et de travailler ensemble, plutôt que faire les choses individuellement, de travailler ensemble sur... Si On a eu un peu ce cas-là sur du support bancaire, parce que les gens nous envoyaient des fois dans le chat de l'application mobile bancaire des éléments de justificatifs, identité ou autre, ou des changements d'adresse. Ces éléments-là, ils arrivent aussi du coup dans TOC, et le format des connecteurs de TOC permet d'exploiter ces documents-là, de les traiter indépendamment, de manière programmatique souvent derrière du coup, mais c'est quelque chose qui est géré au niveau de ce qu'on a vu les connecteurs dans les différentes sources de données, sources d'entrée de TOC. Ça nous est arrivé du coup de traiter des documents comme ça, des PDF ou des images qui étaient renvoyés dans le système d'information après pour les opérateurs humains qui vont les traiter derrière. Et je crois, alors,
Je n'en suis pas totalement sûr, mais je crois qu'on l'a fait sur le chatbot Inouï, vous savez, sur quand vous prenez le TGV, le Wi-Fi à bord, et il y a un chatbot que vous avez aussi sur Messenger, et vous pouvez lui demander est-ce que mon train, je sais pas, quelles sont les correspondances, est-ce qu'il va arriver à l'heure, je ne sais pas. Et il me semble qu'on avait ajouté une fonction où c'était possible d'uploader une photo de votre billet, comme si vous aviez un billet papier, pour que du coup, il voit tout de suite quel était votre billet, où est-ce que vous allez, et vous pouvoir vous répondre. Il me semble qu'on a fait ça. C'est assez dépendant du canal. Hein. Selon que je suis sur Messenger, sur un site web, tout ça, ben, ça va pas être intégré de la même manière. Mais en soi, pour peu que le canal permette de faire ça, ça n'a rien d'impossible, quitte à éventuellement faire une croix ou une croix temporairement sur le no-code et aller écrire un peu de code. C'est toujours possible d'aller récupérer la pièce jointe et d'aller traiter ça. Et c'est quelque chose qui se fait bien avant l'IA générative. Depuis des années, je me souviens d'avoir vu des hackathons avec des gens qui développaient des applications comme ça, où on scannait ses factures et puis ça faisait des choses automatiquement, enfin, par le biais d'un chatbot. Faut vous rappeler que à l'époque de Oui SNCF, on pouvait déjà payer des billets par le chatbot. Donc vous voyez tout le côté transactionnel, sécurité. Enfin, quand on fait ça, c'est qu'on est, là, je suis pas sur l'upload de pièces jointes, mais ça veut dire que on est quand même en confiance, on a une certaine maîtrise, on fait à peu près ce qu'on veut pour faire des choses sécurisées et aller jusqu'à un paiement en conversationnel. Donc en fait, il y a guère de limite, je pense, sur ce type d'interaction. C'est peut-être pas prêt à l'emploi et une case à cocher, mais c'est de l'évolution des connecteurs, et certains connecteurs supportent aussi déjà l'envoi de données de géolocalisation. Alors je pense que des utilisateurs de la communauté de TOC l'ont utilisé, puisque ça a été développé. Je ne pourrais pas dire qui aujourd'hui, mais je sais que c'est présent déjà dans certains connecteurs. Typiquement, dans le connecteur Google Assistant, il me semble qu'on peut solliciter la localisation d'utilisateur. Donc voilà, c'est vraiment des spécificités des connecteurs, et on peut facilement, l'abstraction dans TOC permet de manipuler les spécificités de chaque connecteur sur lequel exposer le bot. C'est ça qui est intéressant aussi quand on développe autour de TOC. On peut faire des choses génériques pour toutes les sources d'entrée et des choses spécifiques après au connecteur et au canal d'entrée. Y compris pour les messages de réponse d'ailleurs, qui peuvent s'adapter aussi aux différents canaux qui sont utilisés. Il y aurait des utilisations aussi, par exemple Spoon sur les avatars virtuels, ils ont développé des choses comme ça, où face à une borne, face à un avatar, il va nous prendre en photo, on va lui montrer quelque chose, et du coup c'est interprété et c'est retraduit, et du coup ça fait un appel API à TOC pour déclencher une intention, faire quelque chose, passer de la donnée. Donc il y a vraiment plein d'usages à imaginer. Eh ben, est-ce qu'il y a une dernière question? Et puis après, on vous libère quand même? Non? Eh ben, on espère que ça vous aura intéressé, appris des choses peut-être, donné envie d'aller voir ces solutions, d'aller voir OpenLLM éventuellement, et voilà, ce qu'on propose les uns et les autres. N'hésitez pas à envoyer vos questions si vous en avez sur le chat. Vous allez aller sur la page GitHub de TOC ou la page du site doc.toc.ai. Et donc les contributeurs sont derrière ce chat-là qui est sur GitHub et pourront vous répondre rapidement. Et il y a aussi des meetings réguliers entre les contributeurs de TOC. Il y en a un d'ailleurs demain à 16h où sont évoqués tout type de sujets, des besoins de support. On va évoquer un ticket en particulier, on va remonter des bugs. Voilà, c'est souvent des échanges très techniques quand même sur ces échanges-là. Il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de gens qui disent bah moi j'ai essayé de faire ça mais ça marche pas, ou je sais pas comment faire, ou des choses à plus haut niveau. Nous on voudrait faire quelque chose à grande échelle, mais du coup on manque d'expérience. Comment est-ce que vous gérez la satisfaction client, des choses comme ça. Et donc là il peut y avoir des échanges plus métiers, parce qu'on a la chance d'avoir une communauté avec des retours d'expérience à grande échelle, autant sur TOC que sur le conversationnel en général. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à aller sur le site, à nous contacter d'une manière ou d'une autre. La communauté est ouverte. Merci beaucoup pour votre attention.